Cette nouvelle chronique devrait être postée le 8 mars 2025. J'emploie le conditionnel parce qu'il peut y avoir des retards à l'allumage. En tout cas, ce sera en pleine période poisson, signe de l'imaginaire fécond, de l'humanisme, du romantisme et du cinéma. Cette date du 8 mars 2025 est accompagnée des auspices favorables de la Lune, en domicile en Cancer, signe de la mémoire et de l'histoire, aux côtés de Mars le guerrier. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à plonger dans un voyage qui entremêle astrologie, séries télévisées et histoire à travers la série Nord et Sud de 1985. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, voici en quelques mots les raisons événementielles, symboliques et astrologiques plus profondes qui m'ont motivé à vous proposer cette capsule. Comme vous le savez, Neptune s'apprête à quitter le signe du Poisson pour effectuer son premier transit en Bélier le 30 mars prochain. Cet événement planétaire et zodiacal historique, on en avait parlé lors de notre précédente émission des chiffres et des planètes. Donc cet événement de Neptune dans le signe du Bélier, ça s'était plus produit depuis la mi-avril 1861, période qui coïncide avec le début de la guerre de sécession. Cette guerre civile qui avait déchiré les États-Unis pendant 4 longues années, nous l'avions déjà évoqué dans d'autres prises de parole antérieures, semblait prédestinée et inscrite dès l'événement fondateur de l'indépendance américaine proclamé le 4 juillet 1776 à 16h50 à Philadelphie. Dans le ciel de cette époque, on retrouve gravé dans le marbre céleste du thème de l'indépendance des États-Unis une conjonction Mars le guerrier à la foudroyante Uranus en Gémeaux, signe de la fraternité aux descendants. Cette signature urano-martienne du Gémeaux semblait prédestinée à devenir celle des frères ennemis, avec ce carré à Neptune proche du milieu du ciel en Vierge, surtout au regard des transits planétaires de ce milieu du XIXe siècle. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, on avait Neptune qui était dans son bain natal en Poisson, comme à notre époque, qui est le signe opposé à la Vierge, durant les années qui précédèrent cette guerre de sécession. Donc son influence, l'influence de Neptune en Poisson, a fait mijoter lentement les tensions entre le nord abolitionniste et le sud esclavagiste et sécessionniste. Ce climat explosif était, vous l'imaginez bien, accentué par bien d'autres influences astrales notables, voire remarquables, notamment Pluton dans le signe du Taureau, au carré du nœud nord de la Lune, situé dans le signe du Lion dans le thème US, qui plus est dans la maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison des crises, des transformations, des mutations, mais également des destructions et de la mort. Donc forcément, ça préparait le terrain à l'affrontement. La guerre elle a finalement éclaté sous une conjonction Soleil-Vénus en Bélier avec Neptune à 29 degrés 56 du Poisson, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à rejoindre dans les heures qui suivirent l'explosif Bélier ce 12 avril 1861, lorsqu'éclata à 4h30 du matin précise sous un ascendant à la fin du signe du Poisson, donc qui valorisait bien sûr Neptune. Donc là, vous avez eu l'attaque du fort Sumter. Cet événement marqua non seulement le début des hostilités d'une guerre que chaque camp pensait gagner rapidement, encore une illusion à mettre au crédit de Neptune, mais aussi on a assisté à l'effondrement d'un monde, prélude à la naissance d'un nouveau monde qui surviendra après la guerre, avec d'une part l'abolition de l'esclavage, mais aussi la consolidation de l'État fédéral nord-américain avec un dollar qui s'imposait comme monnaie unique, donc monnaie de référence sur l'ensemble du territoire, ce qui n'était pas le cas avant. Alors aujourd'hui, alors que Neptune achève sa course dans le signe du Poisson et va revenir d'ici quelques jours dans le signe du Bélier, nous semblons à nouveau à l'aube d'une nouvelle ère, avec des enjeux bien entendu qui diffèrent de ceux du milieu du XIXe siècle, mais qui sont tout aussi décisifs. Entre-temps, ça ne nous a pas échappé, les États-Unis étaient sortis de leur isolationnisme au début du XXe siècle. Alors, ils avaient pris part à la Première Guerre mondiale le 6 avril 1917 pour s'imposer depuis lors comme une puissance économique, financière et militaire mondiale, avec comme fer de lance, progressivement, le dollar qui s'est imposé comme monnaie de réserve, non seulement fédérale, nationale, mais carrément une monnaie d'échange internationale. Pourtant, depuis la crise financière de 2008, vous savez que l'hégémonie états-unienne elle est fortement remise en question, de même que la suprématie de son billet vert, cette espèce de monnaie mondiale avant l'heure, elle est fortement contestée par d'autres puissances concurrentes ou émergentes du côté des BRICS. À l'aube du transit du retour d'Uranus en Gémeaux, ce ne sont pas exclusivement le nord et le sud des États-Unis qui sont sur le point de faire sécession, mais carrément une grande partie du monde, particulièrement à l'est du globe, qui se désolidarise de la partie occidentale et notamment
des États-Unis à travers sa monnaie. Alors bien entendu, cette séquence, elle avait démarré longtemps auparavant, elle s'est préparée, donc le terrain a été préparé sous l'égide de Pluton dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, encore une fois, donc il prépare le terrain tout doucement, gentiment, on achète des quantités d'or très importantes, on crée les BRICS en 2009, au lendemain de la crise de 2008, pour se désolidariser de cette monnaie de singe, qui ne vaut plus rien, mais ils le savaient déjà depuis très longtemps, mais ce n'était pas encore l'heure. Donc là, il fallait donner le coup d'envoi. C'est la raison pour laquelle il y a eu aussi cette crise de 2008. Elle a plusieurs fonctionnalités, cette crise de 2008. Donc c'était pour donner aussi le top départ. Et ensuite, vous avez eu une escalade. 2014, la crise de Crimée. Ensuite, 2022, vous avez eu la guerre russo-ukrainienne. Et donc, on va avoir une formalisation beaucoup plus importante avec le transit d'Uranus dans le signe du Gémeaux. Cette séquence sécessionniste du monde, avec le retour d'un monde bipolaire qui coïncidait déjà avec cette fin de Seconde Guerre mondiale, 1945, lorsqu'Uranus, encore cette planète, en Gémeaux, puisqu'elle était déjà dans le signe du Gémeaux au moment où il y a eu les conférences de Yalta, Potsdam, San Francisco. Donc là, vous aviez les USA et l'URSS, les deux superpuissances de l'époque, qui se partageaient le monde en deux factions irréconciliables. 80 ans plus tard, les USA ne sont plus cette superpuissance d'autrefois, et pour bien comprendre ces dynamiques cycliques, il faut garder en tête que tous les empires dans l'histoire de l'humanité ont des cycles. D'abord, il y a l'émergence, l'ascension, l'apogée, l'hégémonie, la stagnation, puis le déclin et l'effondrement, voire la disparition. Les USA arrivent tout simplement en bout de cycle. Cette fin de cycle, elle s'exprime à travers cette dette publique américaine faramineuse qui atteint la somme colossale avoisinant les 32 000 milliards de dollars. Cette séquence, elle coïncide sur le plan astral et zodiacal avec le retour de Pluton, maître du pouvoir de la finance, qui séjournait à la fin de l'année 2024 en pleine élection américaine qui a vu la victoire de Donald Trump autour du 27e degré fatidique du Capricorne, qui n'est autre que le même degré au moment de la fondation de cet empire, ce fameux 4 juillet 1776. On l'avait déjà mentionné au moment du débrief sur les raisons astrologiques de la victoire de Donald Trump. C'est ainsi que les États-Unis sont en train de connaître en cette deuxième décennie du XXIe siècle le même sort que l'Empire britannique et dans une certaine mesure le même destin que l'Empire colonial français de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Alors du côté des élites, et là je ne vous parle pas des gratte-papiers, je vous parle des véritables détenteurs du pouvoir, ils ont depuis très longtemps non seulement anticipé cette séquence historique et cyclique du déclin des États-Unis, mais l'ont également programmé, à l'instar de Pluton, qui était pas plus tard qu'il y a quelques semaines encore, en Capricorne, signe de la planification et roi de la programmation des plans de longue, voire de très longue durée. C'est pourquoi ces élites changent de braquet, c'est-à-dire que les États-Unis, pour eux, ils mettent de côté et ils se tournent du côté des BRICS. Donc en fait, ils sont derrière les BRICS et ils vous ont concocté des scénarios politiques et géopolitiques extrêmement bien ficelés pour à la fois accompagner et justifier cette nouvelle redistribution des cartes géopolitiques. À titre d'exemple, ça fait des décennies qu'ils ont créé les conditions des transferts de technologie de l'Occident vers la République populaire de la Chine communiste, afin de permettre à point nommé à l'Empire du Milieu, autrefois atelier du monde dans les années 80, de supplanter à terme les USA et d'être pour un temps plus ou moins long le chef de file des nouveaux champions du monde avec leurs partenaires des BRICS et surtout les nouveaux chevaux de Troie du mondialisme 2.0 par l'expansion des routes de la soie numérique, y compris sur le continent africain. Bien que la nouvelle présidence de Trump soit annoncée de façon prometteuse et pleine d'espoir par de nombreux communicants zélés qui se présentent sous le label patriotique, avec le nouveau transit de Neptune, on l'a déjà dit dans la précédente chronique, qui restera en bélier pendant les 14 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2039, et occupera la même position zodiacale qu'au début de la guerre de sécession, c'est-à-dire en disharmonie avec le Cancer, signe de l'indépendance des États-Unis, puisque dans le thème des États-Unis, on a Soleil, Jupiter, Mercure dans le signe du Cancer, sans oublier le retour d'Uranus en Gémeaux le 7 juillet prochain, 7 juillet 2025, comme en 1776 au moment de la fondation du thème US, mais également comme au début de la guerre de sécession, qui avait de nouveau enregistré la conjonction Mars-Uranus en Gémeaux, qui marque très profondément donc, le thème fondateur des États-Unis. Donc forcément, quand on met tout ça bout à bout, on se dit que la suite de la présidence de Trump, et surtout l'après-Trump, donc on l'a déjà vu ensemble, ça s'annonce quand même plutôt compliqué, voire très compliqué.
Ce transit, combiné à d'autres mouvements capitaux dans la toile de fond céleste, notamment Pluton en Verseau, signe lunaire des USA, pourrait symboliser une nouvelle guerre des temps modernes, aux conséquences pas seulement localisées aux États-Unis, par une nouvelle déchirure du territoire et un affrontement fratricide de sa population, comme ce fut le cas pendant la guerre de sécession, mais cette fois aux répercussions beaucoup plus mondiales. À titre d'exemple, une confrontation directe avec la République populaire de la Chine communiste, qui mène depuis 2016 une guerre psychologique et stratégique face à Taïwan, pourrait faire ressurgir des tensions des autres crises taïwanaises sous une forme beaucoup plus agressive, voire se traduire par une attaque directe sur le sol américain. Par ailleurs, en interne sur le territoire états-unien, des crises majeures pourraient frapper le pays, qu'elles soient climatiques, sismiques, sanitaires, migratoires ou humanitaires. Neptune en Bélier, immergé dans l'univers martial et belliqueux de Mars, pourrait donner naissance à une nouvelle guerre invisible, mais dont l'impact et le nombre de victimes dépasseraient de loin ceux de la guerre de sécession. Alors après ce long préambule en lien avec l'actualité, on va revenir à cette synchronicité astro-historique du déclenchement des hostilités. Et donc j'ai pensé mettre à l'honneur ce changement cyclique sous l'angle cette fois beaucoup plus divertissant et de la fiction à travers la série culte de Nord et Sud. Alors cette fresque historique sur toile de fond de guerre de sécession raconte l'histoire de deux familles que tout oppose, les Hazard nordistes de Pennsylvanie et les Maine sudistes de Caroline du Sud, mais qui vont nouer une belle et grande amitié. Alors ce thème de l'amitié, vous le savez, est propre aux Gémeaux, qui est le signe de la fraternité. On retrouve bien d'ailleurs dans le thème des USA, on vient de le dire, Mars, les guerriers, ou en tout cas le guerrier, mais on peut dire les guerriers parce que vous avez le signe du Gémeaux qui est un signe double. Donc on retrouve bien Mars, les hommes en uniforme et les militaires, qui représentent bien, ici dans l'univers du Gémeaux, les deux frères, c'est-à-dire les deux amis qui se sont rencontrés dans cette fiction juste avant de prendre le train pour se rendre à l'académie militaire de West Point. Et donc leur amitié s'est d'ailleurs forgée à coups de poing, juste avant d'embarquer. Et leur indéfectible amitié sera, tout au long des épisodes de cette saga, soumise à rude épreuve pendant ces 4 longues années de guerre, donc cette guerre de sécession, avec Uranus, donc qui représente bien la sécession, puisque Uranus est le séparateur du système solaire. Donc en céleste, on le retrouve au carré de la Vierge du thème US, qui fracture Neptune, symbole de l'attachement qu'on peut avoir envers quelqu'un. Neptune, c'est aussi le symbole des masses populaires, du peuple en l'occurrence, autant que du cinéma. Donc là, on retrouve bien cette fiction qui représente ce défi collectif auquel ont dû faire face des millions d'États-Uniens de cette époque, qui avaient de la famille dispersée dans le nord et dans le sud, et donc qui ont vu, sous cette influence de Neptune céleste en bélier, combinée avec toutes les autres influences dont on vient de parler, la dissolution de leur famille. Donc Neptune en bélier au carré du Cancer, donc là ils ont vu la dissolution de leur famille, la séparation également avec Uranus-Mars dans le signe du Gémeaux, donc c'est-à-dire cette lutte de frère contre frère. Donc là on retrouvait bien également la dissolution pour les sudistes de leur tradition, incarnée par Soleil, Jupiter, Mercure dans le signe du Cancer, signe opposé à Pluton en Capricorne. Le Cancer et le Capricorne sont les deux signes des traditions, mais il y en a un troisième, c'est bien sûr le signe du Taureau qui recevait à cette époque-là, on l'a dit à l'instant, Pluton dans le signe du Taureau, qui est le signe des traditions, mais aussi celui des territoires, qui a subi cette transformation radicale du pays par le chaos du conflit armé et du sang. Lorsqu'on jette un coup d'œil attentif au thème événementiel du début du conflit de cette guerre de sécession du 12 avril 1861, on retrouve bien les enjeux économiques et agricoles du Sud, représentés par Lune Pluton en Taureau au carré de Jupiter en Lion, avec Lune Pluton en Taureau qui représente la dépendance viscérale du Sud à son économie agricole. C'est que le Taureau, c'est le signe à la fois de l'économie et de l'agriculture, basé sur l'exploitation des esclaves, et Pluton symbolise la transformation radicale et la destruction d'un ancien système économique. Ce carré à Jupiter en Lion incarne la classe dirigeante sudiste qui voyait son mode de vie privilégié menacé. Ce carré traduit une crise existentielle pour cette élite forcée de défendre un modèle en déclin et en même temps son honneur. On a souvent entendu ça d'ailleurs au cours de la série. Vous entendez différents personnages qui vous parlent de défendre son honneur. Donc quand on parle d'honneur, on est bien dans la dimension lion.
Vous avez aussi la remise en cause de l'ordre établi avec Pluton au carré du Verseau, signe de l'indépendance, de la liberté et de l'abolition des privilèges, puisque le Verseau, en tant que signe d'émancipation et de progrès, entrait en conflit avec Pluton en Taureau, qui veut conserver un mode ancien, un mode traditionnel. Ce carré traduit l'affrontement entre l'ancien modèle aristocratique sudiste et l'idéal progressiste du Nord symbolisé par les États abolitionnistes. La mécanisation et l'industrialisation pourraient être représentées par Mars-Uranus en Gémeaux au carré de Saturne en Vierge, puisque Mars-Uranus en Gémeaux, ça symbolise la révolution soudaine avec Uranus, dans le signe des déplacements, de la communication avec le Gémeaux, et bien sûr on retrouve Mars, la planète de la guerre. Donc là on retrouvait les premiers chemins de fer à cette époque, la modernisation que le Nord voulait imposer. Ce carré à Saturne en Vierge symbolise le travail structuré et organisé, le passage de Saturne en Vierge, donc qui correspond au début de la guerre de sécession, annonçait une transition vers une économie plus industrialisée et mécanisée, où la main-d'œuvre, libre et non plus esclave, prenait de plus en plus de place. On retrouve également les signaux astro et zodiacaux de cette union monétaire qui a été voulue avec l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Vous savez que Neptune, ça peut aussi représenter la fusion, et on retrouvait bien cette conjonction Soleil-Vénus avec Neptune en Bélier. Donc Soleil-Vénus, ça représente l'équilibre monétaire. Avec Vénus, on en a souvent parlé sur la chaîne, avec le leadership du gouvernement fédéral symbolisé par le Soleil. Neptune qui entre en Bélier, donc c'est la planète des idéaux, de la dissolution, mais ici on retrouve la fusion avec Vénus et le Soleil qui montre une volonté de centralisation économique et politique. C'est aussi la fin de la monnaie sudiste et l'imposition du dollar fédéral. Alors pour donner à cette chronique une dimension beaucoup plus émotionnelle et romantique en lien avec le champ lexical Poisson, mais aussi pour marquer cette ultime période où le Soleil en Poisson rencontre Neptune à notre époque, avant son passage en Bélier. Donc c'est un événement qui ne se reproduira plus avant l'année 2189, autour de cette année-là. Donc j'ai choisi d'adopter un prisme unique, c'est-à-dire celui du personnage inoubliable et emblématique de la télévision des années 80, Madeleine Fabray. Alors, ce rôle marquant de Nord et Sud était incarné par la talentueuse Leslie Ann Down. J'aurais pu centrer mon analyse sur d'autres personnages fascinants de la série, comme Terry Garber par exemple, qui interprétait un personnage complexe de Ashton Maine, ou le machiavélique Elkanah Bent, interprété par Philippe Cazeneuve. Ou encore, j'aurais pu porter mon attention sur les deux protagonistes masculins, interprétés par Patrick Swayze et James Reed, tous deux d'ailleurs natifs du signe du lion, le signe des héros. Mais si j'ai décidé de me focaliser sur Madeleine Fabray, c'est parce que son interprète, donc Leslie Ann Down, est justement née sous le signe du Poisson le 17 mars 1954. L'actrice britannique s'apprête d'ailleurs à fêter, ça ne nous a pas échappé, ses 71 ans le 17 mars prochain. Or, comme évoqué en préambule depuis tout à l'heure, nous publions cette vidéo en plein mois du Poisson, une période où nous célébrons non seulement ce signe, mais aussi la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars. Quoi de plus naturel que de mettre à l'honneur plutôt une femme dans cette capsule, qui plus est donc une native du Poisson, si nous le disions à l'instant, de l'imagination gouvernée par Neptune, le maître de la romance, de la sentimentalité, mais aussi de l'illusion, autant d'univers qui sont intimement liés au 7e art. Les toutes premières remarques que l'on peut observer en portant notre regard sur le thème astral de Leslie Ann Down, c'est qu'on retrouve Soleil-Mercure en Poisson et Vénus en Bélier à sa naissance. Or, nous avons dans notre ciel de ce mois de mars 2025 Mercure qui vient tout juste de quitter le Poisson pour le Bélier et qui fera d'ailleurs son retour d'ici la fin du mois de mars dans le 12e signe du zodiaque. C'est-à-dire qu'on retrouvera en fait Soleil-Mercure comme dans le thème finalement de Leslie Ann Down. Nous retrouvons par ailleurs Jupiter en Gémeaux culminant dans son thème natal astral. Donc là, vous le voyez à l'écran, Jupiter séjournait à sa naissance dans le signe du Gémeaux, qui n'est autre que le signe des acteurs, du jeu d'acteurs et de la comédie. Donc on le retrouvait culminant, donc c'est-à-dire en position haute au milieu de son ciel. Alors vous savez que cette même configuration astrologique imprègne le zodiaque en ce moment,
en ce premier semestre 2025, et cela jusqu'au 9 juin prochain. On peut par ailleurs noter que Leslie Ann Down fait également partie de cette génération d'actrices nées au milieu des années 50, dont le thème natal est puissamment marqué par Pluton dans le signe du Lion. Le signe du Lion, vous le savez, c'est le signe de la création artistique, c'est également le signe des stars, avec pour le cas spécifique de la comédienne une présence de l'astre aux confins du système solaire en maison 12 dans le signe du Lion, 12 comme le 12e signe du zodiaque, c'est-à-dire son signe solaire, le Poisson. On retrouve une espèce d'interception entre Soleil, maître du Lion, en Poisson, et la maison 12 qui fait écho au 12e signe du zodiaque. Cet échange d'énergie solaro-plutonien et Poisson, et vous allez le voir au cours de cette chronique, fondamental pour interpréter avec profondeur et authenticité ce rôle de Madeleine Fabray. Les autres éléments qui m'ont particulièrement motivé à centrer cette chronique autour de Madeleine Fabray que Leslie Ann Down interprète merveilleusement, c'est que ce personnage incarne à la perfection l'archétype neptunien et poissonien. Je dirais même qu'elle coche ici toutes les cases de façon assez éloquente, saisissante et même bluffante. Alors physiquement, les fans de Nord et Sud se souviennent du regard envoûtant et hypnotique de Leslie Ann Down, donc ses grands yeux bleus magnifiques, sa beauté diaphane, son aura mystérieuse et sa silhouette gracieuse et voluptueuse qui font d'elle une incarnation parfaite des charmes neptuniens et poissons. Psychologiquement, dans la peau de Madeleine Fabray, l'actrice incarne une femme douce et empathique, souvent victime d'ailleurs de mensonges et de manipulations, mais toujours prête à se sacrifier pour les autres. Son personnage au cours de cette saga Nord et Sud oscille entre candeur, espoir, désespoir, résignation et rébellion. Son rôle est traversé par des élans de passion et une révolte farouche face à l'injustice, entre tromperie, illusion, amour impossible et quête de rédemption. Son parcours dans Nord et Sud illustre à merveille les énergies du Poisson et de Neptune. Mieux encore, je dirais que la psychologie de Madeleine Fabray se superpose à la perfection aux traits caractéristiques du signe du Poisson sous lequel est née Leslie Ann Down. Lorsqu'on parle de quête de perfection, on peut mentionner d'ailleurs sa lune de naissance, symbole de féminité et de popularité, valorisée à la cuspide de son ascendant vierge, signe qui cherche l'excellence. C'est ainsi qu'une fois de plus, fiction et réalité s'entrelacent, brouillant les frontières entre réalité et fiction à l'image de Neptune, cette planète qui mêle illusion et vérité, rêve et tangible. Alors après cette longue introduction, je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser emporter dans cette odyssée astrologique où le destin d'une actrice et celui de son personnage fusionnent et se télescopent littéralement sous l'influence envoûtante de Neptune. Pour des raisons techniques et pratiques, il n'est pas impossible que je publie cette chronique en plusieurs parties, alors pour être sûr et certain de recevoir les notifications et ne passer à côté d'aucun des épisodes, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Ce geste simple qui ne vous coûte pas un copec à votre portefeuille numérique, en tout cas pas encore, est capital pour montrer votre attachement Poisson à cette chaîne et aux programmes qui vous sont proposés.